Il est 12h36, on se donne jusqu'à 13h20, 25. Allez, on ira jusqu'à 25. Alors, je vous donne un micro. Alors, avant qu'on commence, parce que c'est quand même intéressant, il y a des accusations très graves qui ont été lancées sur cette scène par Alpha Babou. Je le prends à la rigolade, mais c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette vision des choses. Juste une réaction par rapport à ce qui a été dit, et notamment par rapport à ces professions, justement, et à la disruption, à cette vague d'innovation qui, si elle n'est pas anticipée, finalement, si on ne l'appréhende pas à sa juste valeur, on peut être pris de court dans certaines années. Juste quelques mots par rapport à ce que vous avez entendu. Je vous en prie, prenez la parole comme vous voulez. D'abord, merci de m'avoir donné l'occasion de venir partager ces réflexions avec vous. Et je dirais que je suis à 90% d'accord avec tout ce qui vient d'être dit. D'ailleurs, j'avais noté les grands enjeux et les grandes menaces de l'avocat demain. C'est quoi? C'est il n'a plus le monopole de la connaissance. Mais c'est vrai, le premier réflexe de tout le monde, c'est d'aller sur Google. Notre plus gros concurrent aujourd'hui, c'est Google. Deuxième grande menace pour l'avocat, c'est la multiplication des données. On a déjà pas mal parlé de surréglementation. Eh bien, on est dans un monde dans lequel les données sont multiples et l'avocat n'est plus capable de gérer ces données s'il n'est pas aidé et augmenté. Et j'aime bien la comparaison qui a été faite sur l'avocat et le médecin. Gilles Babinet, le fameux champion du numérique en France, nous dit aujourd'hui les médecins ils font 30% d'erreurs de diagnostic et c'est normal. La connaissance est tellement pointue, les outils de diagnostic sont tellement nombreux, les réponses pharmaceutiques sont tellement multiples qu'il n'est pas possible pour un médecin de faire absolument les bons diagnostics et les bons choix à tout moment. Il doit être aidé par l'intelligence numérique. Donc tout à fait d'accord avec ces aspects-là. Et puis d'autres volets qui pour moi paraît essentiel, c'est que nos clients chez les avocats sont devenus des clients digitaux. Ils sont devenus, tout ce qu'on vient de dire, ce sont des gens impatients qui veulent de la transparence, qui font de la comparaison, qui font de la notation. La notation, c'est pas demain, comme Ralph le disait, non, c'est aujourd'hui. Regardez sur Google, vous tapez le nom d'un cabinet d'avocats, aujourd'hui, vous avez des étoiles. Vous avez un certain nombre de sites qui ouvrent la notation qui permet aux clients d'intervenir. La Cour de cassation française l'année dernière a dit que c'était légal. Et quand je dis en Belgique, j'ai dit aujourd'hui, préparez-vous dans vos cabinets à être notés et à répondre à ces questions de notation. Donc, tout ce qu'on vient de dire, pour moi, est extrêmement réel. Et alors, j'en rajoute encore une couche, pour ceux qui sont spécialistes dans le monde des avocats, le monde juridique. Vous avez peut-être entendu parler des fameux livres de Richard Susskind, dont le titre c'est « The Hand of Lawyer ». Eh bien, il nous annonce la mort de l'avocat. Alors, est-ce que vraiment c'est la mort de l'avocat? Moi, j'y crois absolument pas. Bien au contraire, je dirais que l'avocat va, comme le médecin, va enfin faire le boulot pour lequel il a choisi sa profession, qui était sa mission. Sa mission de base, c'est quoi? C'est défendre en toute indépendance son client, lui donner le meilleur conseil possible, mais s'il peut, pour faire cela, être augmenté d'outils, pouvoir véritablement se concentrer sur la chose qui est la plus importante quand il reçoit un client. C'est quoi l'expérience client fondamentale pour avoir le wow dont on parlait? Eh bien, c'est que le client d'abord se sente reconnu et écouté. Combien d'avocats traditionnels, aujourd'hui, la première chose qu'ils font, c'est de montrer leur savoir. Ils sont, entre guillemets, tellement sachants, que la première chose qu'ils font, c'est d'expliquer aux clients, ils ont trouvé le bon avocat, ils vont leur faire tout leur historique en termes d'expérience et leur montrer qu'ils connaissent. Et avec cela, le client, il n'ose même plus raconter son problème et son histoire, il n'osera pas poser de questions, il n'osera pas expliquer quelles sont les échéances, tant pour le conseil que pour la procédure, parce que jusqu'à présent, la majorité des clients, ils ont peur de leurs avocats, peur de leur savoir, peur de leur connaissance. Aujourd'hui, l'avocat, c'est terminé. Il n'a plus le monopole de la connaissance, puisqu'on peut la comparer, on peut l'avoir à l'extérieur. Donc, par rapport à tout ça, oui, mais c'est une superbe opportunité pour l'avocat pour se concentrer sur son centre de métier, c'est-à-dire l'humain, c'est-à-dire l'écoute, c'est-à-dire le partage d'expérience. Il faut que l'avocat devienne un passeur et plus un sachant. Voilà le challenge, et ce challenge se fera par la formation, par l'information, de la sensibilisation, et surtout aussi les universités et la jeune génération. Moi, je trouve que les jeunes ont un boulot énorme à faire pour challenger et changer la profession. Merci. Axel.
Oui, on a eu beaucoup de chiffres tout à fait éloquents sur la progression du digital dans un certain nombre de domaines et la révolution, la disruption que ça apporte. Il faudrait quand même se dire que ça prend place dans un cadre plus large. Il y a 3 facteurs aujourd'hui qui expliquent l'intérêt et l'importance du digital pour les professions juridiques d'une manière générale, que ce soit les cabinets d'avocats, les directions juridiques, les notaires, etc. Il y a un premier point qui est effectivement cette explosion de la legal tech avec laquelle on est tous en phase, on est tous au courant de ces évolutions, alors à un degré plus ou moins important, mais de même qu'on est tous en lien avec Facebook, LinkedIn, etc., on est au courant des évolutions qui se passent sur le marché. Et pour vous dire à quel point, et pour aller dans votre sens et apporter encore plus d'éléments chiffrés, concrets, spécifiques à la legal tech, nous, chez Day One, on a mené une enquête qu'on a publiée en début d'année dernière sur les legal tech au niveau mondial, pour lequel on a analysé 140 legal tech. Et cette étude a démontré qu'entre 2014 et 2016, donc en 3 ans, il y a eu une croissance de plus de 225% de ce segment. Par ailleurs, ce segment, si on regarde aux États-Unis, le marché du droit dans son ensemble, que ce soit les revenus générés par la justice, les cabinets d'avocats, les directions juridiques, etc., le marché du droit aux États-Unis représente 400 millions de dollars. Les investissements aujourd'hui, juste aux États-Unis, réalisés sur le marché des legal tech, c'est 740 millions de dollars. Donc c'est pour vous dire que c'est un marché qui est effectivement en pleine expansion et en pleine mutation. Donc on est au courant de ça et ça joue. Mais il y a 2 autres éléments qui jouent. Il y a un premier élément qui est celui de la pression budgétaire. Aujourd'hui, quand on est une direction interne, ou même quand on est un cabinet d'avocats, on est de plus en plus confronté à cette pression budgétaire. L'ensemble des directions internes de l'entreprise y sont confrontées. Et corrélativement à ça, il y a un alourdissement aujourd'hui de la charge de travail parce que les enjeux juridiques se complexifient. Ils se diversifient aussi avec beaucoup de problématiques de soft law, y compris liées au digital, comme on l'évoquait avec RGPD, etc., mais également sur la compliance de manière générale. Donc les sujets se complexifient, ils se mondialisent, et donc du coup, il y a tout un élément lié à comment on va pouvoir adresser tout ça sans augmenter fortement ses coûts. Et le digital est une des réponses, pas la seule, mais une des réponses à apporter à cette problématique. Donc être au courant de l'explosion de la legal tech, avoir une contrainte de pression budgétaire, ça joue. Et le troisième aspect qui influe et qui est vraiment au centre de cette question des besoins aujourd'hui, des enjeux, pourquoi le recours au digital pour les professions juridiques. Le troisième point, c'est le besoin aujourd'hui de se concentrer sur la plus forte valeur ajoutée. C'est ce qu'évoquait un petit peu Stephen en disant les cabinets d'avocats, avec le digital, ils ne sont pas morts. Au contraire, ils vont apprendre à fonctionner différemment et à se concentrer sur la plus forte valeur ajoutée. C'est ce qui est aussi demandé aujourd'hui aux directions juridiques. On demande de plus en plus, c'est des mots que vous avez dû entendre souvent, aux directions juridiques d'être business partner aujourd'hui. Ça veut dire de partir des enjeux de leurs clients internes pour faire leurs prestations. Et donc, on leur demande d'être un peu moins sur des tâches à faible valeur ajoutée qui peuvent être parfaitement automatisées aujourd'hui par des outils, par exemple du secrétariat juridique, par exemple de la production de clauses de confidentialité, d'accords de confidentialité qui peuvent être tout à fait bien standardisés. Ça, les outils vont permettre de le faire. Et les outils vont permettre de délivrer un conseil, donc de se concentrer sur cette partie conseil à forte valeur ajoutée. Je vais conseiller de plus en plus mes dirigeants avec de la statistique, puisqu'aujourd'hui, justement, un des apports de la legal tech, alors justement, quand on a fait l'étude, on a vu qu'aujourd'hui, c'était que 10% des legal tech sur le marché. Mais 10% des legal tech sur le marché aujourd'hui proposent des services de prédiction, d'aide à la prise de décision juridique. En s'appuyant sur des statistiques, on est capable de donner un conseil avisé en disant il y a plus de chances, si on va dans telle et telle direction, pour ce contentieux, il y a plus de chances qu'on le gagne. Pour ce contrat, on a plus intérêt à aller dans ce sens-là. Donc voilà, les trois points qui me paraissent importants, c'est ça, c'est pression budgétaire, explosion de la legal tech et besoin de se concentrer sur la forte valeur ajoutée qui justifie le recours. Alors on reviendra bien entendu à tous ces challenges encore une fois, et quand on parle de justice prédictive, on y arrivera parce que je le laisserai pour la fin parce que c'est extrêmement intéressant. Il y a eu des expériences, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, à ce niveau-là. Alors,
on va aller vers les notaires, si ça ne vous dérange pas, parce qu'on ne parle que d'avocats depuis tout à l'heure, mais ce panel est là pour parler de professions juridiques dans leur ensemble. Et Maître Zniber, on se connaît bien, on parle souvent de notariat, et ça va me permettre de reposer encore une fois une question que j'ai posée en tout début de journée, qui est les prérequis, on va dire structurels, en termes d'environnement, pour que justement les Legal Tech puissent s'épanouir et faire leur avancée. D'un point de vue de votre profession, elle est particulière parce qu'on a 2 régimes fonciers au Maroc. C'est pour ça qu'on parle bien d'environnement. On a le régime notarial qui est le notariat moderne, et puis on a tout notre régime foncier qui est extrêmement particulier et traditionnel, et dans lequel mettre la digitalisation peut être compliqué. Comment vous voyez-vous déjà la difficulté pour les Legal Tech de s'installer dans un tel environnement, et 2, quelle opportunité ça ouvre en termes de structuration de ce secteur? Merci de m'avoir invité. Alors, déjà, s'il n'y a pas de disruption, il y aura certainement un bouleversement. Bouleversement chez les professions juridiques, dans toutes les professions juridiques. Pourquoi? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, comme on le sait, les professions juridiques, par essence, ont été créées par l'État pour être l'intermédiaire entre l'État, le système, et le citoyen lui-même. Or, aujourd'hui, on voit de plus en plus l'accès direct aux services juridiques, tout confondu. Et c'est vrai qu'il y a la connaissance du professionnel, il y a le background, il y a l'expérience, mais nous avons affaire à de plus en plus de jeunes personnes qui sont connectées et qui peuvent demain se passer des services des professions juridiques. Et franchement, moi, c'est quelque chose qui me fait beaucoup peur parce que j'y travaille depuis très longtemps et je considère que les nouvelles technologies, autant elles peuvent créer une opportunité, elles sont une menace pour les professions. Ça va créer un bouleversement parce que toutes nos habitudes devront changer demain. Nous allons devoir, en tant que profession, être mieux organisés, parce que les professions qui seront les moins organisées vont non pas être appelées à disparaître, non, elles ne vont pas disparaître les professions, mais les professionnels eux-mêmes, c'est-à-dire le noyau dur, vont peut-être être bouleversés et disparaître, un par un. Et certainement, ça va toucher les moins bons, les moins organisés, les moins connectés. Ça va créer encore plus de disparité entre les professionnels eux-mêmes. Il y aura encore davantage de professionnels qui sont up et d'autres qui vont peut-être être down et disparaître. Ça, je pense que c'est un constat direct qu'on va vivre dans les prochaines années. Nous commençons déjà à le sentir. Nous commençons déjà à sentir qu'il y a des professionnels, je parle de mon métier, de mon domaine, où il y a de moins en moins de notaires qui délèguent leurs tâches à des professions, à des salariés ou à des personnes qui sont là, qui sont des ressources humaines, qui sont des salariés, qui font le boulot à leur place. Ça, c'est une mauvaise chose. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu s'adapter, on n'a pas pris l'initiative d'être prématurément, dans l'initiative, dans la transformation digitale. Il y a également d'autres implications qu'on pourra évoquer tout à l'heure, mais pour répondre à votre question, la Legal Tech, ce n'est pas encore quelque chose qu'on arrive à percevoir, on n'arrive pas encore à toucher. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui l'expérience européenne où on voit par exemple qu'il y a des sociétés de Legal Tech qui naissent ici et là. Il y en a également certaines qui naissent ici au Maroc, mais il y a un élément important à ne pas oublier. C'est que dans la Legal Tech, on parle de création, bien entendu, de contrats de manière automatisée, mais il faut savoir une chose, c'est que, nous sommes face à ce qu'on appelle l'autonomie de la volonté. L'autonomie de la volonté et la création de l'humain, et donc je dirais que deux contrats ne se ressemblent jamais, ou dans la majorité des cas. Même si on peut dire que c'est simple, c'est facile, du copier-coller, ce n'est pas vrai. Chaque dossier, chaque opération a sa spécificité,
parce qu'il y a derrière un élément humain, parce qu'il y a des personnes, des volontés qui diffèrent l'une de l'autre. Deuxième élément, parce que les professionnels vont certainement évoluer, ne vont pas croiser les bras, ils vont certainement évoluer pour concurrencer justement les legal tech. Voilà ce que je pense. Alors, chaque contrat est censé être différent. Oui. Mohamed. Alors, c'est vrai que, après tout ce que vous avez écouté, et merci Maître Zdiber, c'est d'entendre cette crainte. Alors, la crainte, je la traduis, c'est pas une crainte de la technologie, mais c'est une crainte liée au fait que la profession n'anticipe pas, justement. Aujourd'hui, elle n'arrive pas à anticiper. Mohamed. Tout à fait. Moi, personnellement, je pense que ce n'est pas une vraie menace. Et là où il y a menace, à mon avis, il y a opportunité. Mais pour profiter des opportunités, il faut effectivement y travailler de différentes manières. Il y a incontestablement une évolution de beaucoup de métiers, notamment donc, les avocats, les juristes, etc., mais aussi même les médecins. Je sais que l'année dernière, la FDA, donc la Food and Drugs Association, qui est l'autorité suprême aux États-Unis pour enregistrer les médicaments et aussi les medical devices, donc les dispositifs médicaux, a autorisé des health tech pour mettre en place des systèmes d'ordonnance. Donc vous n'allez plus voir votre médecin, vous allez faire appel à certaines applications qui vont vous délivrer des ordonnances et que vous allez utiliser pour aller à la pharmacie. Bien sûr, c'est dans des domaines bien spécifiques et pour certaines aires thérapeutiques. Je pense que, et là, c'est les médecins qui interviennent justement pour pouvoir s'adosser à des health tech. Alors c'est exactement la même chose pour les legal tech. Au moment où les legal tech ont été créés aux États-Unis dans les années 2000, on disait oh attention, il y a des nouveaux braconneurs du droit, braconniers du droit, et donc on se dit attention. Et au final, ces soi-disant braconniers du droit, très souvent, étaient adossés à des cabinets d'avocats avec une vraie expertise. À mon avis, il y a l'élément fondamental qui est effectivement le suivi de l'évolution du métier à travers la formation notamment, la compréhension de certaines nouvelles technologies, je pense à la big data, la blockchain, les crypto-monnaies, mais aussi à l'évolution réglementaire, ce qui se fait à l'étranger, dans certains pays. Je pense très fortement au règlement sur la data privacy, donc sur les données personnelles que le Maroc transpose et justement va adopter pour les... Donc il y a effectivement certains métiers qui doivent suivre ou s'adapter, peut-être qu'ils feront différemment, je pense aux avocats, je pense à tous les autres métiers aussi, hein, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'avocats, mais il y a aussi les directions juridiques, il y a aussi les notaires, il y a aussi justice, etc., etc. Il y a beaucoup de choses à faire. J'ai eu la chance, pendant mon cursus professionnel jusque-là, d'être directeur juridique, mais aussi avocat d'affaires avant. Donc j'ai réussi à avoir cette vision un peu 360 et les besoins de chacun des métiers est différent par rapport à l'autre. La direction juridique, au jour d'aujourd'hui, même si certaines entreprises ne voyaient absolument pas le besoin d'avoir un directeur juridique ou une équipe juridique, aujourd'hui c'est le cas et c'est en train d'être de plus en plus renforcé. Parfois on a même un indice de nombre de juristes par entreprise selon le chiffre d'affaires, etc. Mais néanmoins, les juristes qui sont recrutés souffrent parfois de lourdeur administrative interne, mais aussi externe, mais aussi on leur demande de faire mieux qu'un avocat en interne, de comprendre le business, de répondre et d'être business partner, c'est ce que disait Axel tout à l'heure, mais en même temps, vite, bien et à moindre coût. Surtout en ce moment avec les restrictions budgétaires, etc. Et les solutions legal tech que les legal tech apportent, très souvent adossés ou en partenariat avec des cabinets d'avocats, sont une opportunité tant pour les cabinets d'avocats, mais aussi pour les directions juridiques. Puisque alors, les directeurs... Je vais juste, excusez-moi de vous interrompre, c'est vrai, tout à l'heure j'ai posé une question sur l'impact sur l'environnement et sur le prérequis structurel. Vous n'y avez pas répondu, et c'est vrai que je voulais vraiment avoir votre vision de la chose, parce que on va encore parler clairement.
sans embâche. C'est-à-dire, au Maroc, on sait qu'on a des problèmes parfois d'interprétation, je l'ai dit tout à l'heure. On a, dans votre cas, dans les cas de contrats notariés, on a souvent des gens qui ont des permis d'habiter avant même qu'ils aient leur titre. Donc ça, c'est un environnement qu'on connaît et qu'on vit, qui est en train de s'améliorer petit à petit grâce à la dématérialisation. Mais aujourd'hui, est-ce que ces Legal Tech vont devoir s'adapter grâce à l'intelligence artificielle, ou alors elles vont être le vecteur justement de la mise à niveau de tous ces prérequis? Et est-ce que là, ce n'est pas une réelle opportunité? C'est effectivement une réelle opportunité, mais je pense que ce n'est pas seulement au Legal Tech de travailler là-dessus. Je pense que c'est un ensemble et une vraie synergie à créer entre les opérateurs privés, entre les Legal Tech, mais aussi auprès des institutionnels, et puis de la réglementation qui doit suivre aussi. Effectivement, parfois, il y a des vides juridiques qui permettent certaines évolutions, pratiques. Mais il y a aussi la pratique derrière. Et effectivement, les Legal Tech, parfois, peuvent se retrouver en face de difficultés pratiques. Mais néanmoins, c'est là aussi intervient. C'est aussi pour ça, je pense que certaines méthodes, certaines façons de faire, comme celle des avocats, ne changeront pas et ne disparaîtront pas, parce qu'il y aura toujours des professionnels on the ground, donc sur le terrain lui-même, qui vont résoudre certaines problématiques. Et c'est là où interviennent aussi les autorités, le législateur, pour pouvoir apporter une évolution législative pour permettre à ces legal tech, mais aux professionnels de droit, pour d'éviter ces difficultés comme la signature électronique dont on parlait tout à l'heure. Vous voulez intervenir? Oui, moi je crois qu'il y a un rôle important des pouvoirs publics. C'est la sécurisation des échanges et la résolution des conflits. C'est quelque chose d'essentiel pour permettre à un pays de se développer, d'assurer sa croissance, d'assurer la pacification des échanges, d'attirer des investisseurs. Et donc, d'avoir une justice qui fonctionne en donnant une réponse dans des délais raisonnables. Et les pouvoirs publics doivent être sensibles à tous ces aspects, parce que c'est en aidant la résolution, en aidant cette sécurisation, ils vont devoir faire appel à des providers externes qui sont des legal tech, qui sont des conseillers, qui sont une structure d'appui qui interviendra dans la société des conseillers juridiques, des avocats, qui vont tous ensemble collaborer à cet objectif. Si je prends par exemple l'exemple, évidemment je ne suis pas du tout spécialiste, mais le Ghana, qui s'est dit je veux organiser la cartographie de mon patrimoine, enfin de mon territoire immobilier. Eh bien, ils ont mis en place une collaboration avec une entreprise de blockchain qui va démarrer tout doucement cette cartographie. Donc, ils sont passés, de l'âge de la Terre où il n'y avait absolument rien du tout à une situation qui est incomparable par rapport à des pays qui sont beaucoup plus évolués. Donc, je pense qu'il y a aussi une sensibilisation à faire au niveau des pouvoirs publics. Axel. Je crois qu'en matière d'environnement, on a pas mal dit sur les pouvoirs publics et les réglementations, mais il y a un autre aspect environnement à prendre en compte, c'est l'environnement professionnel. Pour que le terreau du digital dans le juridique progresse, il faut qu'il s'intègre dans cet environnement professionnel. Et ça signifie que, par exemple, pour prendre l'exemple des directions juridiques, nous on a l'habitude chez DeWatt de ne pas parler de révolution digitale, mais on parle de révolution VTC. Et VTC, c'est pas Uber, hein, en l'occurrence, c'est la révolution par la valeur, par la technologie et par le collaboratif. Et aujourd'hui, on se rend compte que dans chacun de ces aspects, d'abord il y a du digital qui est impliqué, et que c'est en ayant cette réflexion sur ces trois éléments, valeur, technologie, collaboratif, qu'on pourra vraiment rendre le digital profitable et l'intégrer dans sa réflexion sur le positionnement de sa direction juridique. Donc plusieurs aspects. Sur la valorisation, c'est notamment tout ce qui est lié aux indicateurs de performance ou au tableau de bord de la direction juridique. Donc aujourd'hui, les directions juridiques mettent en place, et ça leur est demandé par leurs clients internes qui souhaitent pouvoir évaluer la performance de l'ensemble de leur direction, support, des indicateurs de performance sur le nombre de contentieux gérés, sur la prise en compte des niveaux de risque dans les contrats, etc., sur les délais de traitement, sur l'opérationnalité des recommandations. Donc voilà, plein de choses différentes, et pour ça, il faut du digital. Mais on ne va pas partir du digital, on va d'abord partir d'une réflexion. Si on ne part pas d'abord d'une réflexion, que ce soit pour le cabinet d'avocats ou de la direction juridique d'ailleurs, si on ne part pas d'abord d'une réflexion sur quel est le rôle de la mission juridique, de la direction juridique, quelle est sa mission, et sur quoi je dois être évalué,
ça sert à rien de mettre en place le digital parce qu'il faut d'abord savoir où on va et quelle est l'offre qu'on doit proposer en interne. Donc ça, c'est le premier point sur la valeur. Le deuxième point sur la technologie, qui est le deuxième aspect de cette révolution VTC, c'est voir sur l'ensemble des legal tech qui existent aujourd'hui, sur l'ensemble des services qui sont proposés, comment je peux être accompagné sur la production de services juridiques, donc sur l'automatisation d'un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, on l'a déjà évoqué, hein, mais il y a des outils d'aide pour les contrats, pour le contentieux, qui automatisent un certain nombre de tâches. Et on l'a évoqué, mais subrepticement, il y a des outils également de justice prédictive, d'accord, et des outils d'aide à la décision de plus en plus. Donc cet aspect technologie, c'est comment j'utilise la technologie, comment je regarde en interne de quels outils j'ai besoin pour, encore une fois, atteindre mes objectifs, et mes objectifs qui seront de pouvoir conseiller plus efficacement en interne et me concentrer sur la plus forte valeur ajoutée. Et le troisième aspect, c'est le collaboratif. Il est évidemment clé dans le digital. Il est clé aujourd'hui dans le rôle d'un juriste d'entreprise ou d'un avocat. Le pouvoir n'est plus à celui qui détient l'information, mais à celui qui la partage de plus en plus et qui sait comment la partager. Aujourd'hui, les outils legal tech principalement de partage, il y a trois types d'outils, hein, on va schématiser un peu, mais dans les outils legal tech, il y a les outils de partage, les outils de production que j'évoquais, et les outils d'aide à la prise de décision. Donc tous les outils de partage, ils vont aider à ce collaboratif et à faire en sorte qu'aujourd'hui, le juriste travaille en équipe ou l'avocat en équipe ou en lien direct avec son client, etc., avec des outils digitaux. Donc voilà, le digital est impliqué sur tous ces aspects, mais aujourd'hui, il faut bien être conscient qu'il prend place, la legal tech, elle prend place dans une révolution plus large des professions juridiques qui est la révolution VTC. Maître Sniber, vous nous avez vraiment mis le curseur sur les menaces et les craintes, mais est-ce que pour le métier de notaire au Maroc, est-ce que c'est une réelle opportunité si on l'anticipe, on va dire, de manière raisonnée? Absolument, et c'est ce qu'effectivement le notariat a fait depuis 2010. Je vais brasser rapidement l'expérience du notariat marocain. En 2010, il commençait déjà à réfléchir à un système pour uniformiser la comptabilité notariale, parce que c'était le maillon faible de la chaîne de l'activité. Et à travers un certain nombre de prospection et de participation à des événements à l'international, on a réussi à se fixer sur l'utilité des systèmes d'information. Et en 2010, on avait décidé de faire ce qu'on appelle aujourd'hui un système d'information centralisé pour tous les notaires qu'on appelait Tawtiq.ma. Alors rapidement, de quoi on avait besoin? On avait besoin de financement, on avait besoin d'un appui politique et on avait besoin de casser ce qu'on appelle aujourd'hui la résistance à la transformation digitale des notaires. Pour le financement, nous nous sommes adossés à la Caisse de dépôt et de gestion. Et nous avons noué un partenariat stratégique en 2010, puis renouvelé en 2013 pour justement aller prendre ce cap. Deuxième niveau, en ce qui concerne le pouvoir politique, nous nous sommes adossés à l'État pour mettre en place un partenariat et nous sommes passés par ce qu'aujourd'hui nous connaissons le climat des affaires. Le climat des affaires, c'est un programme ambitieux. Parmi ces critères, il y a le transfert de propriété. Et pour justement accélérer les délais et réduire le chronophage des procédures, nous avons proposé l'intervention du notariat à travers l'incursion des nouvelles technologies pour faciliter les procédures. Et enfin, nous avions la transformation digitale, enfin la résistance à la transformation digitale des notaires eux-mêmes, parce que nous savons que tout juristes que nous sommes et tous les juristes sont accrochés au papier et il fallait trouver un moyen pour justement détourner l'attention et essayer de faciliter l'accès aux nouvelles technologies. Eh bien, la meilleure façon de le faire, c'était justement de commencer par le commencement. On a changé un peu la stratégie, on n'a pas mis en place le système de comptabilité, mais on a plutôt préféré apporter aux notaires
la facilitation au niveau de la procédure d'enregistrement, qui est le démarrage de chaque opération chez un notaire, en facilitant justement en facilitant la procédure et en réduisant les délais. Aujourd'hui, pour être précis et concret, entre 2010, on mettait quelque chose comme 20 à 30 jours pour enregistrer un acte. Aujourd'hui, nous sommes passés à l'instantané. J'espère avoir répondu à votre question. Alors, là, parce que là, vous m'avez expliqué les systèmes d'information, la modernisation, la digitalisation. Maintenant, quand on va parler de LegalTech, c'est comment le métier de notaire va devoir se transformer. Là, ok, digitalisation, c'est exactement ce on l'attendait depuis longtemps avec le rapport à la conservation foncière, le travail est en train d'être fait. Et on connaît encore une fois le foncier dans notre pays pour que, entre les réquisitions et les biens qui font objet de titres fonciers, on a besoin d'avancer en termes d'immatérialisation. Mais la transformation du métier demain. Je m'explique tout simplement, on peut faire un parallèle avec les avocats également. Est-ce que demain, encore une fois dans cette mise à niveau, je parle de pratique, je ne sais pas s'il y a des huissiers dans la salle également, parce que ce sont des professions. Il n'y a pas d'huissiers ? Bon, quand il n'y a pas d'huissier dans une salle, c'est plutôt bon signe. Surtout avec la circulaire des impôts qui vient de passer. Mais je prends 2 exemples. Ou 3. Huissier, c'était pour les histoires de notification, mais vous êtes tous concernés. En termes pour les avocats, les appels. Vous savez que les appels, aujourd'hui, on peut déposer un appel hors délai, et ça engorge parce que le greffier est obligé de le prendre, alors que dans la forme, normalement, on devrait dire non monsieur, vous êtes hors délai, ça passe pas. Et dans le cas des notaires, les compromis de vente, qui sont censés durer 3 mois ou 2 mois, même s'ils arrivent à date d'échéance, ils sont attaquables, encore une fois. Ce qui fait partie on engorge les tribunaux. Est-ce que là, passer sur la moulinette, la LegalTech, l'intelligence artificielle, dire tout simplement, là, ça va bugger un moment. On se dit, c'est fini, on a une date, c'est fini. Oui. C'est là, encore une fois, je suis désolé d'insister là-dessus, parce que l'opportunité, elle est là. Est-ce que ça permettrait de clarifier des pratiques qui sont aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à comprendre dans le système juridique, qui serait simple à éradiquer? Mais c'est là où je vous posais la question sur les opportunités. Je pose la question à tout le monde parce que c'est vrai que c'est intéressant. Rapidement, moi je pense qu'il faut aller graduellement. Je pense que j'ai expliqué tout à l'heure tout un processus. C'est 6 ans de travail, ou 8 ans de travail, pour arriver à ce stade-là. Maintenant, vous me parlez de LegalTech et son implication sur le quotidien de l'activité notariale. Oui, je vous dis que c'est dans le pipe, c'est quelque chose à laquelle nous réfléchissons. Je vous donnerai un exemple. Au prime abord, lorsqu'on a réfléchi à sécuriser les flux financiers qui traversent la comptabilité du notaire, à un moment donné, on avait réfléchi à quelque chose de révolutionnaire, où on ne parlait même pas de la LegalTech, pour dire, dès qu'un dépôt de somme est remis au notaire, vous recevez, grâce à une API, un SMS qui vous avertit que vous avez effectivement de l'argent chez le notaire. Et vice-versa, lorsque justement l'argent est décaissé, vous recevez également un SMS. Ça, on y avait réfléchi en 2010-2011, au moment où même on n'avait pas encore cette discussion sur la LegalTech. Il y a encore d'autres choses que nous voulons faire. Ce que vous me dites, c'est quelque chose qui va être orienté client. Tout à l'heure, monsieur en a parlé. C'est dans notre optique parce que un client qui est satisfait, un client content et un client qui a confiance, et on connaît l'importance de la confiance pour des gens, des métiers comme les nôtres. Mais aujourd'hui, l'étape où nous sommes dans une situation de facilitation par rapport à tout ce qui est chronophage par rapport aux procédures. Ça prend un peu de temps, mais c'est important. Je vais vous dire comment on a réussi par rapport à l'intelligence artificielle. Un exemple très concret. Hier, pour enregistrer un acte, il fallait déposer l'acte auprès de l'administration pour que l'administrateur ou la personne, ce qu'on appelle le receveur, l'étudie, fasse la liquidation, vous remette. L'intervention aujourd'hui humaine a été complètement supprimée. Aujourd'hui, un notaire, lorsqu'il envoie un acte, il reçoit un ordre de recette de manière automatique. Il parle à un ordinateur. Donc c'est l'ordinateur qui lui répond, c'est l'ordinateur qui fait la liquidation, c'est l'ordinateur qui lui dit « Non monsieur, non maître, vous vous êtes trompé »
il faut rectifier votre transmission. Ou alors, il lui donne la possibilité de payer. Voilà comment aujourd'hui, si vous pouvez appeler ça de la legal tech, oui, ça l'est et ça fait plaisir aux gens. Stanislas. Alors, moi je suis convaincu que la legal tech peut aider à la transformation de la justice, du monde juridique et du fonctionnement des cabinets d'avocats. Je crois qu'il y a deux choses je vais donner d'abord 2-3 exemples. En Belgique, on a mis sur pied un système automatisé pour les déclarations de créances en termes de faillite. Ça a accéléré le processus. Les déclarations sont recevables, puisque effectivement, si le formulaire n'est pas bien rempli ou n'a rempli à la bonne date, il ne pourra pas avoir de suite, etc. Mais ça nécessite qu'on soit prêt à investir. Alors, un autre exemple qui est toujours sur la Belgique, les avocats au niveau global ont créé une plateforme de communication avec la justice comme le RPVA en France, et la plateforme est faite, elle est en ligne, mais du côté de la justice, rien n'est fait pour pouvoir recevoir ces documents. Donc qu'est-ce qui se passe? On va devoir investir dans des imprimantes pour les magistrats pour absolument imprimer tous les documents. Ils n'ont pas l'argent pour le faire, donc les magistrats vont faire pression sur les avocats pour dire vous avez fait votre dépôt électronique, maintenant envoyez-nous les pièces en papier. Donc là, c'est quelque part, c'est peut-être la période transitoire, mais en tout cas dans le déclenchement du projet, ça n'a pas abouti. Donc en amont de ça, est-ce que nous sommes prêts à investir? Alors je fais une petite incise, j'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Je pense que nous avons, comme avocats, comme experts, tous les juristes, on a beaucoup de juristes dans la salle, nous avons été formés à l'université pour réduire les risques de nos clients. Première chose qu'on nous a dit, vous allez donner des conseils pour faire en sorte que vos clients n'aient pas de risque. Mais ça a tellement bien fonctionné que nous avons développé une mentalité et un mode de fonctionnement dans lequel nous ne prenons aucun risque. Donc, nous ne prenons pas le risque d'investir, parce que c'est de l'argent qui peut être jeté. Nous ne prenons pas le risque de garder l'argent dans un cabinet, il faut le distribuer tout de suite, parce que nous avons un risque de dispute après, ça posera problème. Donc, on va devoir... Et le troisième exemple, qui est, je trouve, flagrant, la manière dont les cabinets fonctionnent, je ne sais pas si c'est le cas ici au Maroc, mais dans les cabinets d'affaires en tout cas, et en Europe continentale, c'est très répandu, on facture au timesheet. Sous-entendu, tout le risque de l'évolution du dossier, c'est le client qui le supporte et l'avocat, il met simplement son temps à disposition. Donc, pour faire en sorte que cette révolution de Legal Tech, dont on est tous convaincus qu'elle peut faciliter et accélérer le fonctionnement de la justice et la sécurisation des échanges, il faut accepter de prendre des risques et d'investir. Alex, Mohamed, et après on ouvrira la salle aux questions. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Stephen. Effectivement, il y a une volonté politique qui est... Stanislas, pardon, excuse-moi. Il y a une volonté politique évidente qui pèse, pour reprendre l'exemple que tu donnais tout à l'heure, effectivement, pour les appels qui engorgent aujourd'hui les tribunaux alors que les délais sont fort clos et que normalement on ne devrait plus pouvoir interjeter appel. Il y a évidemment, le digital peut être une solution, mais il faut d'abord qu'il y ait la volonté politique à deux égards. D'abord, de l'investissement dans cet outil digital au niveau de la justice. Et deuxièmement, est-ce qu'on est bien clair qu'on va refuser à partir de maintenant tous ces appels hors délai? Parce que quand on laisse faire un certain nombre de choses, ça indique quelque chose en matière de volonté politique. Donc la volonté politique, elle est essentielle. Juste la petite précision que j'apporterai, c'est que cette volonté politique, elle est essentielle dans tous les domaines. Donc l'investissement, les réformes qui vont permettre à ces outils de se développer, d'être bien sécurisés. Toute la problématique RGDP se pose aussi dans ce domaine-là. Mais dans le domaine des affaires, il faut aussi la volonté business. Il ne faut pas oublier, parce que quand on pose la question sous cet angle-là, on voit que le droit sous cet angle jurisprudentiel, notarial, etc. Et on ne peut pas dire le succès de la Legal Tech, bah oui, c'est identifié, on sait que vraiment ça sera très utile et que donc le succès ne dépend que de la volonté politique. Non, il dépend de la volonté politique uniquement, peut-être sur les aspects jurisprudentiels, etc. Mais sur les aspects droit des affaires qui représentent près de 50% de la profession quand même, donc que ce soit les avocats d'affaires, que ce soit l'ensemble des directions juridiques, et c'est le secteur qui se développe le plus. Dans ce domaine-là, il faut surtout la volonté business, c'est-à-dire partir des enjeux des clients, des enjeux des directeurs généraux, et c'est cette révolution dont on parlait. Donc c'est ça qui est clé dans le développement de la Legal Tech sur le plan du droit des affaires. Alors, question dont on n'a pas parlé. Alors, en parlant de business, là c'est le business
front, mais le business des avocats. Est-ce que finalement les opportunités, enfin des professions juridiques, est-ce que ça va ramener du business, tout ça? Parce qu'on parle d'opportunités, faut aussi... vous n'êtes pas des bénévoles, vous n'êtes pas des associations à but non lucratif. Donc, est-ce que, justement, il y a des opportunités pour que ça augmente les dossiers, que ça augmente le chiffre d'affaires des études, le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats? Je vais prendre la parole si vous permettez. Effectivement, il y a du business. À mon avis, il y a du business. Maintenant, comme l'expérience client du cabinet d'avocats n'a pas changé depuis très longtemps, elle a évolué, bien entendu, je ne dis pas, mais effectivement, maintenant, face à la big data, par exemple, où il y a une sorte de mondialisation de l'information, parfois on trouve des informations effectivement probantes, efficaces et précises. En revanche, parfois aussi, on trouve du tout et du n'importe quoi. Donc les legal tech apportent une certaine solution, mais pas toujours des solutions juridiques. Et c'est là aussi où interviennent les experts, comme les avocats, les juristes, etc., qui vont devoir effectivement s'adapter ou customiser leur service et dire, très bien, l'information que tu as eue de chez ton voisin ou que tu as trouvée sur tel ou tel autre site internet, eh ben, elle n'est pas effectivement réaliste, elle n'est pas conforme à la loi. Et puis vous avez aussi des métiers comme les compliance officers, par exemple, qui sont nommés au sein des entreprises ou parfois via les legal tech, qui apportent des solutions de compliance et qui viennent pour dire attention, cela n'est pas conforme à la loi, vos réglementations intérieures, vos procédures doivent être adaptées. Et ça donne effectivement du business, tant pour les avocats, tant pour les professions externes de conseil, comme pour le compliance, je disais Axel, comme aussi pour les notaires, etc. Donc il y a du business face à cette nouveauté. Alex, très rapidement, juste sur ce point-là, et après on passera la parole à la salle. Alors sur ce point-là, d'abord il y a de la mise en lien directe. Donc est-ce que ça va apporter du business? Oui, de manière directe. Il y a quelques outils. Ce n'est pas de la majorité des legal tech et ça ne va pas non plus apporter un business conséquent aux avocats, mais il y a quelques outils aujourd'hui qui sont des plateformes de mise en ligne de particuliers, beaucoup, c'est plus B2C que B2B, mais ça concerne aussi les entreprises, mais elles sont juste moins... elles connaissent mieux le marché, donc elles vont moins sur ce type d'outils, mais qui en fonction de vos besoins, et c'est plus ou moins développé, parfois ça peut être très développé en termes de data et de critères utilisés, on identifie votre besoin très précis et on vous met en face l'avocat le mieux susceptible d'y répondre. Là, typiquement, ça peut être de l'apport de business direct. Comme je le disais, c'est pas non plus une tendance majeure et ça vous apportera pas beaucoup de business. En revanche, de manière indirecte, oui, bien sûr, la legal tech va apporter du business au cabinet d'avocats. Évidemment pas aux directions juridiques. Direction juridique, ça va être plus en termes de réduction de coûts, etc. Mais pour les cabinets d'avocats, en quoi est-ce que ça va apporter du business? Simplement par l'amélioration, de manière indirecte, par l'amélioration des services qui sont fournis aux clients. Donc, d'abord, l'évaluation de la qualité, de la performance du conseil délivré par le cabinet d'avocats. Il est de plus en plus fait et de plus en plus proposé par des outils qui aujourd'hui, des outils qui permettent d'évaluer la performance des cabinets d'avocats. Donc, on mesure la performance du cabinet d'avocats et on la mesure sur certains critères, comme par exemple l'apport de veille, d'accord, et l'apport de formation. Et pour faire cette veille, bah aujourd'hui, si vous avez un outil qui vous aide, qui vous fait aussi l'analyse, etc., bah c'est une utilisation de la legal tech qui va améliorer la satisfaction et l'expérience client, qui va concrètement vous apporter du business. Donc voilà une manière indirecte. Et il y en a d'autres. Si vous utilisez aujourd'hui un outil de production type gestion des contrats, par exemple, qui va vous permettre d'être plus rapide sur la production de votre contrat, d'avoir plus de modèles, etc., tout en gardant la spécificité, toute la valeur ajoutée de l'avocat, bah, vous irez plus vite, vous serez donc moins cher, vous produirez un conseil peut-être de meilleure qualité, donc ça va vous apporter du business, in fine, par l'expérience client. Stanislas, rapidement. Oui, alors... Je pense qu'il y a énormément de zones de business qui sont inexploitées. Premier exemple, c'est effectivement les sites de référencement. Aujourd'hui, il y a d'abord le besoin de droit ne fait qu'exploser. La surréglementation fait que tout le monde, tous les jours, a besoin de droit, que ce soit une petite entreprise, que ce soit pour sa vie privée, que ce soit au niveau des grandes transactions. Et donc, au niveau des référencements,
c'est plus facile aujourd'hui pour quelqu'un qui recherche un avocat de le trouver et de prendre son téléphone ou d'envoyer un email que de façon traditionnelle de passer la porte d'un avocat alors qu'on ne connaît pas où il est, quelles sont ses compétences et combien il va coûter. Donc là, je pense que les gens, des jeunes avocats qui vont se spécialiser dans tout ce qui est le contact en ligne, la réponse immédiate et qui va jouer la transparence et l'économie de coût et le volume, eh bien, il pourra faire une superbe carrière. Deuxième volet, je pense qu'il y a des gisements d'activités qui ne sont pas encore développés aujourd'hui. Le gisement du lobbying, le gisement de l'architecture, puisque des clients aujourd'hui, ils demandent des solutions à des avocats. Et les solutions, elles ne sont pas que purement juridiques. Et donc un avocat qui est capable de travailler avec d'autres professions, qui est capable d'avoir un regard fiscal, qui est capable d'avoir un regard avec des accompagnements en termes de ressources humaines pour une restructuration, qui est capable de travailler avec un psychologue dans le cadre d'un divorce et qui est capable d'offrir un travail collaboratif, eh bien, je pense que là aussi, on a un gisement d'activité qui n'est pas du tout encore exploité. Et derrière ça, je crois qu'il y a encore beaucoup d'autres choses, mais le temps avance. Maître Sdibert, vous êtes le premier à le dire, il y a des grosses disparités entre les notaires et beaucoup de notaires le reprochent. Est-ce que finalement ça ne sera pas aussi une occasion de mieux répartir finalement les activités dans les études notariales? Alors, dans le domaine juridique, on le sait tous, on a besoin de sécurité. Mais en ce moment, on a besoin d'aller vite. Donc c'est un contraste. Moi je dis que lorsque vous avez besoin d'aller vite, vous ne pouvez pas assurer la sécurité. C'est comme lorsque vous prenez une berline, vous pouvez rouler vite, elle est costaud, mais lorsque vous roulez avec une voiture moyen, vous risquez gros. Donc aujourd'hui, la Legal Tech permettra aujourd'hui d'aller très vite, mais tout en étant sur la sécurité avec un niveau très élevé. Ça, c'est le premier constat. Je rejoins bien entendu mon collègue qui a parlé d'automatisation des contrats parce que ça va nous permettre d'être moins rébarbatifs sur des erreurs qui sont, on sait tous que c'est des erreurs de rédaction et de frappe, etc. Quand on utilise des nouvelles technologies, on a moins d'erreurs sur les contrats et du coup on assure plus la sécurité. Vous me posez la question par rapport à la diversification et à l'élargissement. Oui, c'est un challenge. C'est quelque chose à laquelle nous pensons et je pense personnellement que les Legal Tech vont nous permettre, nous en tant que notaires en tout cas, de se réinventer. Il faut se réinventer. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus rester cloîtrés dans le modèle, le business model que, si on peut dire ça comme ça, que nous avons connu il y a 50, 60 ou 80 ans. Donc aujourd'hui, il faut se réinventer, il faut trouver d'autres créneaux. C'est ce que je ne cesse de dire à mes collègues, que ce soit ceux qui partagent avec moi les fonctions électives ou même les notaires qui sont loin de l'aspect politique. Je leur dis qu'il faut, c'est un monde qui est d'abord globalisé, où on peut, demain, rien n'empêche un notaire français ou un notaire belge ou un notaire même peut-être américain s'il y en a ou si jamais on en crée, de accéder à la base de données de la publicité foncière et faire une transaction à distance. Voilà le grand danger. Voilà ce qu'il faut éviter parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il ne faut pas, comme a dit tout à l'heure monsieur, on peut acheter un billet d'avion à distance sur une plateforme, on devait passer il y a quelques années par une agence de voyage, et le demain, rien n'empêchera que deux collègues en France ou dans un autre pays de faire un contrat pour deux RME. Et ça va être non seulement quelque chose de réductible pour le notariat marocain, c'est menaçant, mais c'est quelque chose dont on ne peut pas mesurer le danger. Donc je dis qu'il faut se réinventer, il faut créer d'autres créneaux. Sachant qu'aujourd'hui, l'État a une fonction régalienne plus que jamais. Elle a besoin de sécurité, elle s'occupe de la sécurité principalement, elle s'occupe de la santé, et elle s'occupe aussi de la formation et de l'éducation. Donc qu'est-ce qui reste? Tous les domaines, tout ce que nous voyons aujourd'hui, tous les rapports contractuels, on en fait tous les jours. Donc ces rapports contractuels, il faudra les faciliter, les simplifier, atteindre l'objectif de la satisfaction grâce à la légalité. Merci. Vous pouvez applaudir nos intervenants. Alors, il est 13h25. Je donne 10 minutes pour les questions. 13h35, ça vous va? Monsieur et monsieur et monsieur.
Monsieur a levé la main en premier. En tout cas, c'est celui que j'ai vu en premier. Je vous en prie, Sidi. Bonjour, Maître Tahili, avocat au barreau de Casablanca. J'aimerais bien intervenir sur 2 points. Le premier point, ça concerne la discussion que nous sommes en train de faire, c'est d'essayer d'appliquer une science humaine à une science exacte. En l'occurrence, les nouvelles technologies de communication, les high-tech, nous essayons de discuter, est-ce que ça remplace le juriste? À mon avis, non, parce que les sciences juridiques sont des sciences humaines. Et il y a un degré, il y a une possibilité de dire que l'ordinateur peut remplacer le juriste dans des domaines, par exemple, un logiciel qui calcule les impôts en vertu sur la base de certains paramètres, calculer par exemple les taux d'intérêt sur la base des taux d'intérêt bancaires, etc. Mais tout ce qui est juridique et discussion juridique, je pose des cas comme la responsabilité, la discussion de la responsabilité qui est discutée en première instance et en appel et en cour de cassation, et je passe au deuxième volet, c'est la cour de cassation. Les nouvelles technologies peuvent jouer un rôle important en ce qui concerne le recensement, les statistiques et la création d'une base de données jurisprudentielle, et le juge, comme l'avocat, il a besoin de connaissances en matière d'historique jurisprudentiel pour statuer. Le problème que nous avons maintenant, c'est que le juge, il statue sur la base des textes. Et vous savez très bien que le texte, parfois, ils sont flous, ils sont obscurs. Oui. Et ils prêtent à diverses interprétations, et nous vivons une instabilité jurisprudentielle. Je compare avec la Cour de cassation française, que nous pouvons, dans le même code, avoir le texte et en bas toutes les jurisprudences, l'historique depuis 100 ans. Nous ne l'avons pas, le juge ne l'a pas. Peut-être certaines publications de la Cour de cassation que nous voyons, mais elle n'est pas exhaustive, et il y a une instabilité jurisprudentielle, et vous savez très bien le rôle normatif de la jurisprudence qui joue un rôle de complément aux lois, et le juge interprète et donne et crée en quelque sorte la loi. C'est ça où les nouvelles technologies peuvent intervenir. Merci, Maître Tahili. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les 3 questions, si vous voulez bien, parce qu'il y a des réactions que vous pouvez avoir. Ce n'est pas une question directe, mais alors on avait Monsieur Maître. Après, il est avocat, nous avons un notaire. Merci beaucoup. Maître Anas Benskri, je suis notaire à Rabat et membre du réseau Entreprendre Maroc, qui s'occupe de l'accompagnement des entreprises. En fait, je voudrais mettre une mise au point. Aujourd'hui, nous avons la conférence internationale sur la Légatech. Et la Légatech, c'est 2 mots. Et c'est un mariage entre la loi et la technologie. Et j'ai dans les interventions, certaines interventions, pas uniquement de tout à l'heure, mais de ce matin, de début de matinée, notamment l'intervention du professeur, de l'écrivain Ralph Abadou, qui a parlé un petit peu donc de l'ingénierie, de l'ingénieur la machine qui va remplacer le juriste. Je pense que dans le légal, il y a l'humain, il y a le public, il y a l'État, il y a la justice, il y a la sécurité juridique, et dans la technologie, il y a l'automatisation, l'intelligence artificielle, la normalisation. Cette composante, à mon sens, ne peut pas se faire l'une sans l'autre. Autrement, si nous pensons comme ça, je ne crois pas qu'on va y arriver, parce qu'on ne peut pas avoir des notaires robots, des avocats robots, des huissiers de justice robots. L'élément
principal, parce qu'il y a mon confrère avocat qui a tout à l'heure parlé d'à peu près la même chose, mais l'élément à mon sens qui ne peut pas être remplacé chez l'homme, c'est la confiance. Nos professions juridiques se basent sur la confiance et la technologie ne peut pas remplacer cet élément à mon sens. Voilà, merci. Merci beaucoup. Je ne vais pas donner mon avis, mais si on prend les banquiers d'avant et le trade secure aujourd'hui, on a bien remplacé la confiance qu'on avait dans le banquier grâce à la technologie. Et enfin, dernière question, intervention. Après, vous pourrez commenter pour que nous puissions finir. Il est 13h30. Oui, merci pour monsieur le président de l'ordre des notaires pour son intervention, parce que c'était très enrichissant d'apprendre les expériences de l'expérience des notaires en la matière. Là, je voudrais juste mettre l'accent sur une chose qui est très importante, c'est le rôle des incubateurs au sein des corps professionnels et des juristes. C'est-à-dire maintenant, le juriste, il est spécialisé dans sa matière, mais il n'est pas spécialiste dans les technologies, dans l'innovation, dans le développement digital. Donc, le rôle de l'incubateur par rapport au corps des métiers juridiques, c'est-à-dire aux professionnels de droit, c'est très important. Donc, il faut maintenant lever donc, le niveau pour permettre aux juristes de comprendre réellement à quoi servent les technologies pour aboutir à un résultat déterminé. Ce résultat-là, lequel résultat permettra de faire développer le métier. Donc c'est toute une dialectique. Et les incubateurs ont un très grand rôle à jouer d'ailleurs, le barreau de Paris et le barreau de Bordeaux, ils ont adopté cette technique. D'une part. D'une autre part, j'ai beaucoup apprécié la synergie dont parlait mon confrère belge sur l'avocat qui va, de manière collaborative, participer à côté de psychologue pour un divorce. J'ai beaucoup apprécié. Parce que la dimension humaine, elle est importante dans nos professions. J'ai jamais vu, moi, une machine plaider l'innocence d'un inculpé ou d'un accusé. C'est le rôle, c'est là. Il y a se font actuellement l'art de plaider, qui est bien sûr un attribut propre à l'homme et pas à la machine. Donc maintenant, l'idée, c'est de pouvoir associer et d'augmenter la capacité de l'avocat, mais aussi d'aller donc vers des choses qui sont très pointues dans la technologie, qui permettent de développer assez rapidement et que les ordres professionnels soient conscients de cela et soient conscients, pas tardivement, mais dans les plus brefs délais, et prendre part à ces questions-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, si vous pouvez réagir. La jurisprudence, accès à la jurisprudence, c'est vrai que ça, on en parle très souvent. C'est finalement base de données et pouvoir avoir accès à la jurisprudence. Mais lorsqu'on parlait de prédictive, de justice prédictive, si là, on a des expériences de justice prédictive, c'est justement parce qu'elle va aller puiser dans la jurisprudence pour essayer de savoir comment elle a été construite, la jurisprudence. Ensuite, on a le scepticisme de mettre sur le fait qu'on ne puisse pas remplacer la confiance avec la technologie. Là, le rôle des incubateurs et puis la plaidoirie. Alors, je ne sais pas si dans 100 ans, ça vous donnera raison, mais je ne sais pas si, peut-être, on n'en sait rien. Pourquoi on plaidait avant, j'en sais rien. Peut-être que dans 100 ans, on n'aura pas besoin de plaider. Je suis désolé, hein, je pose la question. Ce sont des grands points d'interrogation. Allez-y, je vous en prie. Alors, d'abord, à mes confrères, je partage totalement ce que vous avez dit tous les trois. D'abord, demain, il n'y aura pas d'avocat, en tout cas, certainement demain, pas d'avocat robot, parce que la dimension de l'humain et de l'écoute est essentielle. Et d'ailleurs, quand on lit les sondages des commentaires sur les clients, les grands reproches qu'ils font aux avocats aujourd'hui, c'est leur absence d'écoute, leur non-suffisance d'écoute et leur manque d'empathie. Et donc, on voit bien que les clients sont extrêmement en demande d'humain. Et au contraire, ce qu'il faut demain, c'est aider l'avocat avec des outils, avec ce qu'on appelle l'avocat augmenté, pour gagner du temps, pour être plus humain, pour être plus ouvert. Le parallèle peut être fait dans le domaine médical. Alors, ces outils augmentés, effectivement, il y a l'utilisation de la jurisprudence. Alors, on parle beaucoup de prospective, comme si demain, on allait faire
utiliser la machine comme un devin, non. La machine aujourd'hui, les produits comme Predictis et autres, ce qu'ils font, c'est de l'étude statistique approfondie qui nous permet d'avoir une cartographie et un inventaire le plus précis possible des précédents, tant au niveau jurisprudentiel qu'au niveau de la législation. Et ce sont des outils d'aide à la décision. Ce ne sont pas ces machines demain qui vont prendre la décision à la place de l'avocat ou du juriste. L'avocat va vérifier son diagnostic en recueillant convenablement les données avec ces outils d'aide à la prospective. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passera après-demain. Il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a des outils qui font du big data beaucoup plus large, bien en dehors simplement d'étudier la jurisprudence ou les décisions juridiques. Ils vérifient les comportements des gens en fonction des recherches qu'ils font, des recherches que les cabinets d'avocats font, des recherches que les magistrats font, et à ce moment-là, on sait prévoir les différents cas qui vont survenir dans le futur. Troisième volet, l'incubateur. Oui, je suis 400%, c'est moi qui ai lancé l'incubateur en Belgique. Donc, il faut, si on veut faire ce mariage, on attend que ce doit être un mariage respectant les compétences de chacun et un mariage bien compris, parce que les grandes questions que les avocats ont aujourd'hui, à quoi ça peut me servir? Et le grand problème de l'avocat, premier problème, je crois que c'est un message important à donner au Legal Tech, c'est que l'avocat, il manque de temps. Et donc, si déjà les outils peuvent aider l'avocat à gagner du temps, c'est une première chose. Deuxièmement, l'avocat, beaucoup de gens qui ont fait le droit, c'est pour échapper aux technologies et aux mathématiques. Et donc, il va falloir les réconcilier avec ces technologies et ces mathématiques. Et donc, là, le rôle des incubateurs en termes d'initiative, de prise de conscience, de formation, a un rôle essentiel. Merci. Alex, très rapidement, je vais vous demander de conclure, vous tous. Très rapidement, puisque je suis de toute façon entièrement d'accord avec ce qu'a dit Stanislas, effectivement sur les trois aspects. Juste une petite précision sur cette crainte que le digital puisse remplacer le juriste demain. Effectivement, comme chacun l'a évoqué dans sa question, l'a formulé dans sa question, il y a une dimension humaine qui est essentielle dans l'expertise juridique. Il y a une dimension également déontologique qui rassure le client et qui a besoin d'avoir cette protection déontologique que n'offrent pas aujourd'hui les outils. Et l'idée de l'utilisation du digital n'est pas du tout de remplacer le juriste demain. C'est simplement de changer la manière de faire du droit. Ça veut dire qu'on va se concentrer sur des activités qu'on faisait moins. Par exemple, tout ce que je disais, tout ce que j'évoquais tout à l'heure de conseil opérationnel au business, on va consacrer plus de temps à ces aspects-là, plus de temps sur de l'analyse stratégique, peut-être plus de temps également sur des prédictions, de la statistique. Donc c'est utiliser des outils qu'on n'utilisait pas avant pour ne pas refaire des tâches qu'avant on faisait. Je vais vous donner une comparaison très simple. Il y a 30 ou 40 ans, on n'utilisait pas d'outils informatiques, donc on devait rédiger le même si le contrat était identique, il fallait le rédiger de A à Z. On passait du temps important à faire ça. Aujourd'hui, ça ne viendrait plus à l'idée de qui que ce soit, si on a un précédent, de tout réécrire de A à Z. On va reprendre le précédent et on va juste améliorer le plus important. Et pourtant, les professions juridiques n'ont pas disparu, elles se sont même énormément développées. C'est la fonction sur les 15 dernières années qui s'est le plus développée dans l'entreprise. Pourtant, on utilise des outils de veille qui n'existaient pas avant, etc. Donc, et vous-même, quand vous recrutez des juristes aujourd'hui, au sein de vos cabinets ou de vos directions, vous leur demandez, par exemple, au minimum, la maîtrise du pack-office, et puis peut-être de quelques autres aspects. Donc ça veut dire qu'il va falloir maîtriser de nouvelles compétences et les utiliser pour se concentrer sur la plus forte valeur ajoutée, ce qui d'expérience est loin de nuire au nombre de juristes et au contraire, ça va les concentrer sur la plus forte valeur ajoutée. Donc c'est plutôt gagnant-gagnant comme partenariat. Mohamed, dernier mot. Très brièvement, je vais donner juste un exemple pratique. Nous avons conseillé récemment à une entreprise qui avait un litige avec un de ses employés. L'employé, soi-disant, a été licencié de façon abusive. L'entreprise a essayé de faire un accord à l'amiable, a proposé un certain montant en dédommagement du licenciement. Cette personne-là n'était pas d'accord avec le montant, est allée au tribunal. La première, donc le jugement, donc le tribunal a donné faveur ou a donné raison à l'employé et a jugé qu'il estimait que l'indemnité proposée par l'employeur n'était pas suffisante et il a proposé le double. Le client a fait appel, donc l'entreprise a fait appel, est partie auprès de la Cour, donc la Cour de second niveau de justiciable. Et la Cour a décidé de donner 30% de moins
que ce que l'employeur a proposé au départ. La décision étant exécutoire, la décision de justice étant exécutoire, il fallait exécuter, il fallait payer. Alors, c'est là où intervient soit le robot, soit le côté humain. Donc déjà en amont, vous verrez qu'il y a eu une différence entre le jugement et la décision de justice, déjà, donc dans l'appréciation des faits et l'interprétation des lois. Mais en plus, le client a dit qu'est-ce que je fais? Nous avons conseillé que nous lui avons dit vous avez le choix, soit d'exécuter la décision ou bien proposer ce que vous aviez proposé au départ. Et c'était en brut ou en net? C'est la grande question. C'est la grande question. Notre question. Voilà. Maître Zdib. Ah, pardon. Juste pour finir, je pense qu'effectivement l'élément humain est indéniable et ne disparaîtra pas, et certaines fonctions, la majeure partie des fonctions dans le droit ne disparaîtront pas pour autant. Les legal tech apporteront des solutions qui donneront et faciliteront le travail des juristes, des avocats, ces mêmes avocats qui pourront faire exactement les mêmes pratiques qu'en Belgique, aller conseiller avec des psychiatres, des psychologues et autres fonctions, parce qu'ils auront déjà balayé un certain nombre d'heures de travail qui étaient inutiles. Merci. Et Maître Zdiber. Oui. J'ai commencé par le mot bouleversement et je terminerai par ce mot également pour dire que, effectivement, on va être bouleversé. On ne va pas disparaître totalement d'un coup, mais il y aura des bouleversements. La question, je pense qu'il faudrait poser, c'est se dire, non pas ce que nous pouvons faire ou ce qui est propre à nous, mais peut-être se poser la question, qu'est-ce que la machine ne peut pas faire? Il faut inverser les rôles. Et là, je pourrais dire, nous serons confrontés dans les prochaines années à 2 ou 3 types de problèmes. D'abord, la cybernétique. Il y aura le problème de la sécurité des données. Et là, on devrait normalement nous réfléchir comment est-ce qu'on peut clarifier et sécuriser les autoroutes de l'informatique de demain. Ensuite, il y a la question par rapport à ce qu'a dit mon confrère tout à l'heure, les incubateurs. Mais avant, je voudrais parler par rapport au tiers de confiance. Il ne faut pas oublier aujourd'hui que la notion de tiers de confiance a complètement changé avec les systèmes avec les nouvelles technologies ou la technologie de l'information. Il n'y a qu'à regarder un peu sur Internet et vous allez trouver que nous avons de nouvelles personnes qui occupent cette fonction de tiers de confiance dans le domaine digital. Et là, je rebondirai sur ce point pour dire qu'il faudra trouver absolument un moyen, surtout ici au Maroc, pour passer du monde physique au monde numérique. Je m'explique. Il y a un exemple très concret. Aujourd'hui, quand vous voulez renouveler un passeport, vous avez un certain nombre de documents, l'attestation administrative du CAIED, etc. Ça ne vous sert absolument à rien, parce que tous ces documents sont natifs sur support papier. Or, il faudra trouver un moyen pour les rendre reconnaissables sur le plan digital. Là, c'est une grande question d'interrogation par rapport au tiers de confiance. Deuxième aspect, par rapport à la jonction entre les juristes et les DSI, comme on les appelle. Eh bien, oui, c'est un bon problème. Parce que je pense que c'est un mariage qui est né nouveau, c'est un nouveau couple qui est né grâce ou à cause du digital. On a été confronté à la situation lorsqu'on a créé le système d'information. Et tous les pairs, tous mes confrères qui étaient autour de table me disaient « mais nous, on ne comprend rien ». Je leur ai dit « moi aussi, je ne comprends rien, j'ai une formation de juriste. Il faudra savoir faire confiance à des gens qui est leur métier, qui sont les DSI ». Et du coup, lorsqu'on a externalisé, aujourd'hui il y a une grande question, est-ce qu'on reste sur l'externalisation ou est-ce qu'on ramène le système d'information et qu'il soit pris en charge par le Conseil de l'ordre lui-même? C'est une grande question sur laquelle on n'a pas encore tranché, mais je veux dire qu'il y a un mariage et demain, vous ne pouvez pas sécuriser le réseau des transactions, vous ne pouvez pas développer un système d'information qui est basé sur les besoins des professionnels si vous n'êtes pas adossé à des gens du métier. Merci. Vous pouvez applaudir nos intervenants. Voilà, on a un peu débordé, mais c'était extrêmement intéressant. Merci à tous. On va aller vers le déjeuner, comme il faut vous laisser quand même le temps pour déjeuner, qu'on a pris du retard.
Je pense qu'on reviendra ici vers 15h, 15h15, ça serait bien. On aura le temps dans l'après-midi. Excellent appétit, à tout à l'heure.